Table ronde citoyenneté d'entreprise, comme vous pouvez le voir derrière nous. Je vais tout de suite donner la parole à Hélène Valade, aujourd'hui sous ce statut de présidente de l'ORS, mais pas que ça, l'Observatoire de la RSE. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous décrire ce groupe ? Alors, sur ce thème de l'entreprise citoyenne, qui est un thème qui n'est pas simple, puisqu'au fond, il signifie qu'est-ce que veut dire l'entreprise, quelle est la finalité de l'entreprise, et probablement de contribuer à l'intérêt général. En tout cas, c'est une des définitions que nous avons retenues. Et contribuer à l'intérêt général, aujourd'hui, ça veut dire contribuer à la transition écologique. Et ça veut dire donc d'engager l'entreprise à avoir un rôle co-construit avec celui des pouvoirs publics. Et c'est un peu se poser la question de comment fait-on pour pérenniser ce qui s'est magnifiquement bien passé tout de même pendant cette crise, c'est-à-dire la mobilisation de l'État qui a joué son rôle d'État-providence, mais aussi la mobilisation des entreprises qui ont été, on peut le dire quand même, assez remarquables, quelle que soit leur taille dans cette période, puisqu'elles ont joué la solidarité à plein d'égards, et notamment sur les territoires. Et donc ce groupe, qui a été, grâce à Romain Mouton, réuni, a travaillé pour se dire, voilà, comment incarner cela et quelles mesures peut-on prévoir. Nous avions, et je les en remercie infiniment parce qu'ils étaient là, ils ont travaillé collectivement, à la fois le comité 21 avec Virginie Hugues, la plateforme RSE avec Frédéric Lelouch, je ne sais pas si elle est là, FACE avec Camille Fay, l'UNSA avec Guillaume Trichard qui nous a bien aiguillonnés, et puis Flucity avec Julie de Pimaudan. Donc je les remercie au nom du Forum de Giverny d'ailleurs infiniment. Voilà, et donc il y a eu plusieurs mesures, et voilà, et on va les en rendre compte. Deux coprésidents du groupe. Avec une double voix. Alors, ce thème-là, il n'est pas simple parce qu'en fait, il embarque un certain nombre de thématiques. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, il pose la question de qu'est-ce que c'est qu'une performance d'entreprise. C'est-à-dire, est-ce que la performance d'entreprise, elle doit être simplement financière, économique, ou bien elle doit justement embarquer l'ensemble des dimensions dont on parle depuis ce matin, environnementale, sociale et sociétale. Et si on accepte cette idée, et si c'est bien ça qui est au cœur de la RSE, c'est-à-dire au fond, voilà, atteindre cette performance globale, alors comment fait-on pour pousser le sujet de la RSE dans l'entreprise de manière à ce qu'il ne soit pas à côté, c'est-à-dire uniquement représenté par la fonction RSE, mais bien parfaitement transverse. Au fond, comment transformer l'entreprise en écosystème? Le mot écosystème est devenu très à la mode. On l'avait utilisé en RSE depuis longtemps. Il est apparu au moment du forum de Davos. Et je pense qu'il donne bien la couleur de cette époque, de ce moment. On parle de RSE systémique aussi. Voilà. Écosystémique, donc l'horizontalité, la fin des silos. Bon, voilà. Donc comment organiser ça? Parce que vous savez tous que c'est diablement compliqué. Donc la première mesure que l'on a travaillé collectivement, c'est au fond, c'est tout simple, mais c'est de dire comment n'aurions-nous pas intérêt à systématiser, ce qui n'existe pas encore aujourd'hui partout, dans les entreprises, la présentation des stratégies RSE et de leurs résultats devant toutes les instances de gouvernance qui comptent, le comité social et économique, le COMEX et évidemment l'Assemblée générale. Ça existe, vous avez vu une slide RSE dans tel ou tel AG, mais ce n'est pas du tout une pratique qui est systématisée. Et donc avoir cette capacité au fond à donner à lire, à faire contribuer l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise sur ces questions-là me paraît absolument essentiel. C'est plus l'affaire uniquement de la RSE, Olivia Grégoire le disait très bien ce matin, c'est l'affaire de l'ensemble de l'entreprise. Voilà, donc première mesure systématisée, ces présentations devant les instances de gouvernance. La deuxième mesure, elle a été aussi évoquée d'une certaine manière tout à l'heure, et moi j'y suis extrêmement sensible parce que je pense que... C'est la numéro 4, c'est bien ça? C'est la numéro 4, absolument. Vous voulez bien que j'en parle maintenant, Cyrielle, ça vous convient? On n'est pas dans l'ordre, mais je vais rebondir. Non, vous êtes adorable. Donc la deuxième mesure auquel du coup moi je tiens vraiment aussi beaucoup, c'est de se dire qu'on est arrivé à un moment où
Et on l'a bien vu encore aujourd'hui par rapport à il y a un an, la bataille des idées sur la RSE, la sensibilisation, le fait qu'il faut absolument accélérer, on est tous d'accord. Donc ça c'est gagné d'une certaine manière. Et d'ailleurs, ça a été assez vite, finalement, si on remet tout ça sur un plan historique. En revanche, là où il y a encore énormément de choses à faire et où ça n'avance pas aussi vite que ça, quoi qu'on en dise, c'est l'implémentation de l'ensemble de ces principes de la RSE qui conduisent à cette transition écologique dans toutes les fonctions de l'entreprise et qui embarquent donc les parties prenantes. Et là, on se dit que ça serait pas mal de rendre obligatoire la formation à certaines expertises du développement durable et de la RSE dans l'entreprise et pour tous les publics. Pourquoi disons-nous cela ? Je pense que pour favoriser cette transition, pour au fond agir autrement, il faut qu'il y ait les clés de cette autre manière de faire, parce que le développement durable et la RSE, ce sont derrière des expertises. Un scope 1, 2, 3, quand on ne sait pas, et puis quand on va voir son directeur financier en disant oh, j'aimerais bien qu'on mette un indicateur là, on renvoie à quelqu'un qui n'a pas ce savoir et donc qui nous regarde en disant mais voilà, tu es en train de me dévaloriser parce que tu parles un langage que je ne connais pas. Donc comment donner les clés, comment faire des ACV pour tous ceux qui font ça dans la salle, comment donner les clés de cette expertise, d'où cette idée d'une formation extrêmement organisée sur ces sujets à l'intérieur de l'entreprise, qui viendrait aussi demander l'aide de l'État, notamment pour les plus petites entreprises, parce que c'est un coût que de mettre en place des formations de cette nature. Alors, juste pour les nommer, la proposition numéro 1, c'est présentation annuelle de la stratégie RSE par le directeur concerné aux instances dirigeantes de l'entreprise, par le conseil d'administration, l'assemblée générale et le comité social et économique. Et la numéro 4, vous venez de la citer, c'est intégrer la RSE au cœur des programmes de formation obligatoires organisés par l'entreprise. Environnement, empreinte carbone, relations humaines, diversité et inclusion. Le deuxième coprésident, donc Christian Schmitt de la Brélie, directeur général du groupe Clésia. Vous allez pouvoir nous présenter la proposition numéro 2 et la numéro 3, mais avant ça, en tant qu'assureur d'intérêt général, c'est comme ça que vous définissez, comment un assureur peut-il aujourd'hui contribuer à l'intérêt général ? Alors c'est vrai, déjà, dans la logique post-Covid, la notion et l'image des assureurs n'a pas toujours été très bonne. Elle est inscrite dans la sensibilité des Français depuis... Monsieur Séraphin Lampion de Tintin, en passant par Assurance Tourix, vous savez, le barbe qui se retrouvait attaché alors que tout le monde se marre autour du cochon avec Obélix. Donc on part de loin dans ce domaine-là. Assureur d'intérêt général, nous avons une spécificité chez Clésia, c'est que nous orientons vers une activité de l'assurance qui est celle de la protection sociale, à savoir tous les risques d'assurance de personnes en matière de prévoyance de santé, d'une part, et une autre activité qui est celle d'assurer des pensions à l'ensemble des retraités du secteur privé. Nous en protégeons pour notre part à peu près 2 millions. Et très clairement, cette notion d'assureur d'intérêt général vient dépasser la protection de la personne et simplement le fait d'être complémentaire santé, c'est-à-dire d'avoir des remboursements complémentaires en matière de médicaments, par exemple, mais d'aller plus loin. Et là, je prends des thèmes qui sont en attente des personnes qui ne sont aujourd'hui pas assez satisfaits. Prenons l'avancée en âge et toute la problématique de l'aide aux aidants, par exemple, ou prenons des choses sur lesquelles on ne va pas travailler dans un retour économique qui est directement pour Clésia, mais d'avoir des notions d'investissement ou de mécénat dans des grandes causes. Nous travaillons par exemple de grande proximité avec l'Institut du cerveau et de la moelle épinière dans ce domaine-là, comme nous avons pu là aussi partager avec un certain nombre de branches de secteurs professionnels que nous partageons, les problématiques de la nutrition, les problématiques de troubles musculo-squelettiques, les problématiques de cancéro. Et nous sommes aussi très actifs auprès de l'Institut Gustave Roussy. Donc des logiques de produits, certes, qui ont un retour économique, mais aussi des logiques qui dépassent simplement le portefeuille existant ou de prospects de Clésia et qui vont plus loin et qui dénotent cette logique d'intérêt général qui a fait que Clésia s'est transformée en entreprise à mission à l'issue de 2 années de travaux de nos conseils d'administration, entreprise à mission qui aujourd'hui est inscrite complètement dans nos on va rebondir avec Brice Rocher dans ce domaine. Voilà pour Clésia.
Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de la proposition numéro 2 que je trouve en plus extrêmement intéressante? C'est indexer 50% de la rémunération variable des dirigeants sur les objectifs mesurables de la RSE. Et ensuite, la numéro 3. Pour reprendre un peu ce que disait tout à l'heure Serge Wimbert, en exprimant à la fois l'importance des critères extra-financiers qui finalement ont une incidence directe sur les critères financiers. Dans l'écosystème de la RSE, lorsqu'on parle de nos salariés, par exemple, et le fait de donner du sens à des jeunes générations renforcées, qui plus est par cette période de Covid, le fait d'avoir des critères extra-financiers qui vont diffuser depuis le membre du comité exécutif jusqu'au chef de service en matière de rémunération variable, sur une incidence sur le taux d'emploi de personnes en situation de handicap. Prenons cet exemple, une logique de multiculturel, de rapport homme-femme dans un certain nombre de spécificités de direction et autres sujets, sont des éléments qui créent de la valeur financière in fine. Donc le fait de les mettre entre guillemets en tant que critères extra-financiers, en tant que critères RSE, a aussi une incidence sur le reste. Deuxième élément de la partie prenante, je pense à nos clients. La satisfaction du client, est-ce qu'elle a une incidence économique? Oui. Directement, oui. Et c'est bien un critère extra-financier connu au sens de la RSE. Je parle là aussi des relations que l'on peut avoir avec nos fournisseurs. Et enfin, avec notre gouvernance. Si on n'est pas en phase avec notre gouvernance, généralement, ce n'est pas la gouvernance qui saute, c'est plutôt la partie opérationnelle qui ne tient pas la route dans la durée. Donc ces 4 éléments-là montrent très bien que finalement, si on sort brut de décoffrage la proposition de ce groupe de travail qui est d'indexer de 50% la rémunération variable des dirigeants sur les objectifs mesurables de la RSE, ça peut paraître un peu choc, mais dans la pratique, c'est des choses qui peuvent vraisemblablement être diffusées. J'en donne un exemple, c'est celui de Clésia. Alors, il est très récent. Pour l'exercice 2020, pas conclusion de ce groupe de travail, comme quoi, finalement, les idées se rencontrent. Nous avons mis en place au niveau du comité exécutif 7 pour la première année, donc on verra à la fin de l'année quels en sont les résultats, le fait d'indexer à 50%. On va venir en parler sur mon plateau, variable. Sur BFM Business, par exemple. Voilà pour la première, donc la deuxième proposition. La numéro 3. La numéro 2, moi je l'ai. Ah, moi j'avais la numéro 3. Alors ça, c'était déjà la numéro 2, indexé 50%. C'est ça, voilà. Et donc la numéro 3, c'est inséré de manière explicite. Voilà, deuxième proposition pour moi. Numéro 3 pour vous. On est complètement désorganisé dans cette table ronde. Voilà, on est un peu arithmétique dans les sujets, mais bref, la proposition est très porteuse de sens. Là aussi, je vois ce qui était un peu expliqué ce matin par Madame Pompili et d'autres sur toute cette logique sur laquelle on n'oppose pas finance et RSE. On voit toute la publicité et l'attente, notamment des investisseurs, sur ces critères de RSE. Le président Wimbert l'expliquait tout à l'heure par rapport à BlackRock ou d'autres sujets. On voit aussi la naissance de plus en plus, par exemple, de ces fameux fonds à impact. Qu'est-ce qui sous-tend ces fonds impact? D'avoir ces critères extra-financiers. N'est-il pas naturel d'introduire, de fait, dans nos accords d'intéressement, qui embarquent le personnel, et cette fois-ci de manière collective, il ne s'agit pas seulement de la classe dirigeante, entre guillemets, de l'entreprise, à travers ces critères RSE. Lorsqu'on parle d'inclusion, lorsqu'on parle de... Je parlais tout à l'heure de personnes en situation de handicap dans le service. Lorsqu'on parle de relations vis-à-vis d'un client ou d'un fournisseur, le fait de rentrer plus d'objectifs d'inclusivité, non seulement peut embarquer, CF proposition précédente, le comité exécutif d'une entreprise, le directoire d'une entreprise, mais aller beaucoup plus loin et cette fois-ci arroser et engager finalement l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs de l'entreprise. Et c'est une réflexion d'un groupe de travail particulièrement divers. Vous avez vu une présence de la CFDT, vous avez une initiative UNSA, le cas échéant, qui était un peu porteuse de cette idée. Je la trouve particulièrement pertinente. Au titre de Clésia, nous ne l'avons pas encore mis en œuvre, mais c'est une très très belle idée sur laquelle nous allons travailler. En plus, société à mission, oui. J'aimerais faire réagir maintenant Cécile Duflot. Aujourd'hui, vous êtes directrice générale d'une ONG, Oxfam. J'aimerais recueillir votre point de vue sur ce que vous venez d'entendre. Est-ce que ces propositions, elles pourraient rendre l'entreprise plus citoyenne et transparente vis-à-vis de ses parties prenantes?
Alors d'abord, merci de m'avoir invité à vos échanges. Ce que je voudrais dire pour commencer, c'est que c'est en train de devenir banal, mais je parle à une assistance dont je vois la moitié du visage. Vous portez tous un masque. Nous vivons une pandémie mondiale. Si on vous avait raconté cette histoire il y a 8 mois, personne n'aurait pu imaginer ça possible. Je parle aussi, nous partageons souvent des moments en face de Jean Jouzel, qui fait partie des scientifiques qui, depuis des dizaines d'années maintenant, expliquent ce qu'est le risque du changement climatique et l'impact sur nos sociétés. Mais il y avait d'autres scientifiques, des biologistes, des chercheurs, notamment à l'Institut Pasteur, qui travaillaient sur les conséquences de la perte de biodiversité, et notamment un risque documenté de manière très sérieuse depuis au moins 10 ans d'une pandémie mondiale virale causée par une zoonose, une zoonose étant le passage d'une maladie de l'animal à l'homme. Quelle est la cause de cette augmentation des zoonoses, multipliée par 40 depuis 10 ans? La restriction des espaces naturels et l'élevage intensif. Bombes à virus, fragilisation des dépenses immunitaires des animaux du fait du stress. Enfin, tout ça est très scientifiquement démontré. C'est ce qui nous arrive. C'est-à-dire que ce qui était annoncé par les scientifiques, comme sur beaucoup d'autres travaux, les scientifiques ont avancé, est sous nos yeux aujourd'hui. Alors on ne peut pas faire cette liaison immédiate, de la même manière qu'on ne peut pas lier une tempête au dérèglement climatique, mais globalement, on sait ce qui nous attend. Donc sur cette question de la responsabilité des entreprises et de son rôle de citoyenneté, aujourd'hui, nous sommes face à un défi qui concerne tous les humains qui habitent sur cette planète. La question n'est absolument pas de s'occuper de sauver la planète. La planète a vécu avec les dinosaures, sans les dinosaures. 4,5 milliards d'années, elle est très bien. Ouais. Elle se contrefiche de notre sort. La question est une question d'humanité. Et à ce moment-là, la question qui est posée, c'est de dire qui peut agir. Et pour le coup, Carbone 4, qui est un bureau qui travaille de manière très sérieuse, a montré que si tous les individus étaient exemplaires dans, pas seulement leur consommation, mais leur attitude, tous les éco-gestes, mais poussés de manière la plus importante qui soit, on réussirait à atteindre au maximum 25% de nos objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les 75% relèvent de politiques publiques globales ou de changement de mode de production ou d'action des entreprises. Donc pour moi, la question de la citoyenneté des entreprises, mais plus largement de leurs dirigeants et leur responsabilité, aujourd'hui, c'est de se dire, il y a cette part de 75%. Donc je vous entends, j'ai souri tout au début en disant présenter la stratégie RSE une fois par an au COMEX. En fait, ça fait presque mal au cœur, enfin, parce que le sujet aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce que cette transition, elle est indispensable? Oui. Est-ce qu'elle est urgente? Oui. Est-ce qu'elle est possible? Oui aussi. Et donc, la question du comment, elle est centrale, mais l'horizon me semble absolument inévitable. Sinon, les conséquences, en tout cas la manière dont les choses devront s'adapter, seront très, très brutales. J'ai lu de manière assez intéressée ce que dit Patrick Artus sur la crise que nous traversons. Il dit que ce n'est pas une crise économique comme toutes les crises économiques où toute l'économie était concernée. C'est une crise de certains secteurs et pas d'autres. C'est, si vous relisez tous les travaux sur l'augmentation du transport aérien, il y a 8 mois, on avait une multiplication par 2 en 3 ans, 4 ans, 5 ans, suivant les travaux. On est sur une baisse de 65 à 85% entre les moyens et les longs courriers. Donc les choses peuvent évoluer très vite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi qu'on a une forte capacité d'adaptation. Et cette forte capacité d'adaptation, je pense qu'elle existe aussi dans les entreprises, beaucoup plus forte que ce qu'on imagine, que ce virage, il est possible, qu'il est financièrement, techniquement, cognitivement possible. Et que pour ça, il faut effectivement que l'entreprise se considère comme un acteur à part entière. Mais l'entreprise en soi, ça n'existe pas. L'entreprise, c'est une addition d'individus, c'est une addition d'intérêts et c'est des moyens d'action. Donc la question pour moi centrale, c'est de savoir comment on fait en sorte que ces orientations de responsabilité sociale et environnementale soient encore plus larges, c'est-à-dire qu'il s'agisse d'une forme de transition écologique pour dire comment chaque entreprise, comme entité collective, dans son fonctionnement quotidien, mais aussi dans son rôle productif, engage cette transition. Et pour ça, les outils existent, mais il y a une question centrale qui est une question de volonté. Je veux juste dire un mot d'un rapport, et je m'en arrêterai là, d'un rapport, et donc parmi les pistes, il y a des choses intéressantes, notamment sur les méthodes de calcul et l'indexation des salaires ou des rémunérations des dirigeants. Aujourd'hui, il y a une forte part d'indexation variable qui est liée à l'évolution du cours des actions des entreprises cotées. Forcément, ça pousse à une logique qui est la valorisation de ces actions. Si on change les critères
d'analyse de la rentabilité, de la performance ou de la rémunération, on change aussi la manière d'agir. Et donc nous pensons que cette capacité-là de juger différemment des performances d'une entreprise, de l'intégrer dans cette logique de transformation et de durabilité est absolument centrale. Et enfin, dernier point, dans le rapport que nous avons publié en juin sur le CAC 40, ce rapport indique que si un tiers seulement des bénéfices des entreprises du CAC 40 de 2018 avaient été distribués en dividendes, c'est-à-dire que 70% avaient été conservés en investissement. L'évaluation qui est faite globalement du coût de la transition, de la transformation écologique de ces entreprises est financée. C'est-à-dire que le gap financier de transformation, il n'est pas si élevé. Et donc, le rôle de citoyenneté de l'entreprise aujourd'hui, en matière d'inclusion, en matière de lutte contre les inégalités, je pourrais y revenir, il est évident, nécessaire et vital sur la question de la réponse à la crise climatique. Et il est d'une urgence que je crois, on n'arrive peut-être pas certains d'entre nous à mesurer parce qu'on est une espèce qui est facilement dans le déni, mais peut-être que ce qui nous arrive, cette expérience mondiale que nous vivons, cette expérience d'humanité, va ouvrir la réflexion et permettre d'avancer plus vite sur ces questions. Merci beaucoup. On peut applaudir aussi Cécile Duflot et mes deux autres premiers intervenants. On va passer maintenant la parole à un des dirigeants qui est l'un des plus engagés, Groupe Rocher, Société à Mission. Qui sait dans la salle que Groupe Rocher et Société à Mission est en démarche Bicorp, certification pour l'ensemble de ses marques? On n'a pas suffisamment communiqué, Brice Rocher. Est-ce que vous pouvez nous parler justement aujourd'hui, Brice Rocher? Donc vous êtes Société à Mission. Votre mission, c'est surtout celle de reconnecter les hommes à la nature. C'est vraiment ancré et depuis votre grand-père qui a créé cette marque. Pourquoi les entreprises doivent-elles aller au-delà, selon vous, de la raison d'être? Et surtout, comment, selon vous, on définit la mission d'une entreprise? Oui, alors bonjour à toutes et à tous, merci. Je suis d'accord pour rebondir juste sur ce qui a été dit, pour dire qu'il y a une conscientisation qui a été lente, c'est manifeste. Pour autant, elle est bien réelle aujourd'hui. Donc, c'est plutôt déjà une bonne base de départ, si j'ose dire. Le monde de l'entreprise, de mon point de vue, il a vécu 3 cycles évolutifs majeurs sur ces 30 dernières années. L'âge du mécénat, la période de la RSE, et aujourd'hui, on arrive à l'ère de l'entreprise à mission. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il va falloir dépasser justement la période de la RSE. Une entreprise, finalement, c'est une société qui regroupe des femmes et des hommes qu'il faut mettre en mouvement. Et si on est juste focalisé sur la performance économique et la RSE, toutes les entreprises vont finir par se ressembler et ça va devenir un peu insipide. Et c'est pour ça qu'on en arrive à l'ère de l'entreprise à mission et sa fameuse raison d'être. Parce que la raison d'être d'une entreprise, c'est une raison d'y être en réalité. Et donc, quelque part, c'est ce qui met l'entreprise en mouvement. Pour autant, et c'est là où je voudrais évoquer un point qui me paraît un biais justement dans cette loi Pacte. On comprend bien pourquoi il y a 2 dimensions, à la fois la raison d'être et le statut d'entreprise à mission. La raison d'être, finalement, il est sur la base du volontariat, mais il n'engage pas à grand-chose, juste à définir sa raison d'être. Et il y a beaucoup d'amalgames qui se fait sur « j'ai une raison d'être, je suis une entreprise à mission ». Il n'en est rien. C'est 2 dimensions qui sont très différentes et il faut qu'on soit très vigilant par rapport à ça, parce que ça peut nous retomber dessus et on va être taxé de purpose washing. La raison d'être, ça n'engage à rien, hormis définir sa raison d'être qui peut être pleinement générique. Aller jusqu'au statut de l'entreprise à mission, c'est déterminer des objectifs. Et en fait, nous ne serons jugés que sur les actes. Et comme disait Sun Tzu, celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre. Donc il est fondamental de se déterminer des objectifs, décliner de la raison d'être qui doit être propre à l'entreprise pour lui développer une forme de singularité. Mais sans objectif, nous serons taxés de purpose washing. Et finalement, j'ai envie de dire que la raison d'être, c'est une raison d'y être, mais quelque part, il faut apporter des preuves de la raison d'être. La raison d'être, sans les preuves de la raison d'être, elle ne vaut rien de mon point de vue. Et donc, s'arrêter juste à la définition de la raison d'être de son entreprise, c'est prendre un risque énorme parce que ça va nous retomber dessus. Le citoyen, la société, nous le reprochera. Donc, toute entreprise qui veut s'engager dans cette voie doit d'abord ne pas confondre vitesse et précipitation. Une raison d'être, il faut la maturer, elle doit avoir une forme d'authenticité, elle doit être racinaire, elle doit adresser un enjeu de la société d'aujourd'hui. Mais s'arrêter juste à la raison d'être,
ce sera un vrai problème demain, et c'est demain matin de mon point de vue. Donc il faut aller vraiment au bout de la démarche. Si on engage cette démarche-là, il faut aller jusqu'au statut de l'entreprise à mission. Voilà un peu le témoignage que je voulais faire passer. Merci beaucoup, Brice Rocher. On peut l'applaudir. Et je suis ravie, je tiens à le dire, de vous avoir dans mon prochain ouvrage en 2021, parce que vous ferez partie des dirigeants, notamment Cécile Duflot aussi, que j'espère recueillir votre témoignage dans ce livre autour de la raison d'être. Et maintenant, de manière très déstructurée, parce qu'on est comme ça dans ce groupe, j'aimerais donner la parole à Jean Jouzel. On peut l'applaudir. Il en a marre de parler. Voilà, je te fais travailler. Vraiment, pour moi, le message vis-à-vis des entreprises, il est vraiment... disons, faites quand même confiance aux scientifiques. C'est un peu, donc, je redis que pour ce qui concerne le climat, eh bien, nous avons, il y a 15 ans, dit que 2020 serait une année charnière. C'est le hasard que cette année charnière soit aussi celle de la pandémie, mais ça nous met vraiment au pied du mur. Donc, vraiment, quand on dit les 10 ans à venir, c'est maintenant qu'il faut agir, c'est maintenant qu'il faut agir. Et je remercie vraiment Cécile d'avoir dit que cette confiance dans la communauté scientifique, et je pense qu'il faut l'avoir pour notre communauté, mais il faut l'avoir pour toutes les communautés. Tu as raison, Cécile, de dire que disons, les problèmes de perte de biodiversité sont tout aussi importants que ceux liés au climat, et d'ailleurs, ils sont très liés. Disons, d'ores et déjà, le changement climatique est la troisième cause de perte de biodiversité, et ça risque de devenir la première si on n'y fait rien. Et puis peut-être un mot de conclusion. Pour moi, j'aimerais aussi dire un mot vers les jeunes, parce qu'il y a quand même pas mal de jeunes là. Donc, en gros, quand même, par rapport à ce dont on discute aujourd'hui, le changement climatique, ils sont quand même doublement concernés. Disons, je dirais que ma génération, le climat est joué au cours, disons, à l'horizon d'une vingtaine d'années, le climat est joué. On pourra s'adapter probablement à 1,5 degré de plus en France, voire 1 degré à l'horizon 2050. C'est pour l'après. Donc l'inaction, si on a l'inaction, c'est vraiment les jeunes d'aujourd'hui qui la prendront de plein fouet. Disons quand ils auront mon âge, en gros, dans les années, dans 50, 70 ans. Mais c'est vraiment ce qu'il faut agir. Et moi, ce que j'espère, donc voilà, l'année est difficile pour les jeunes là, qui vont rentrer, et que vous tous, ceux qui avez, disons, déjà embauché, voilà, bien sûr, il va y avoir, c'est peut-être plus difficile cette année, mais disons que ces jeunes rentrent sur le marché du travail avec tout cet enthousiasme qu'ils ont, et qu'ils ont de plus en plus pour vis-à-vis de ce dont nous discutons aujourd'hui. Et ça, c'est très important, et je remercie les jeunes qui sont ici, bien sûr, de s'impliquer. Je crois que ceux qui sont ici aussi, bien sûr, c'est qui sont intéressés, mais c'est vraiment un message vis-à-vis des jeunes, c'est très important, et voilà, il est toujours temps de faire le maximum, mais c'est maintenant qu'il faut agir. Et moi, je remercie Cyrielle de me donner la parole, et à vous tous là. Merci Brice, je suis breton, Brice, alors j'admire beaucoup l'entreprise à mission. Voilà. Merci beaucoup, Jean. Merci. Alors du coup, comme on est dans l'impro aussi, est-ce que, c'est pas donné à tout le monde d'avoir un Jean Jouzel qui vient dans ce panel, est-ce que vous pouvez juste un peu rebondir en disant, voilà, la communauté de scientifiques, l'un des pontes vient de communiquer, vous êtes engagé, est-ce que ça vous conforte? Je vous redonne la parole, Christian. Ce que dit et ce que retraduisent à la fois Madame Duflot et Brice Rocher, c'est la réalité. Enfin, dans cette démarche-là, on passe à un niveau d'engagement. On parlait des jeunes tout à l'heure. J'ai le plaisir d'avoir 2 enfants en bas âge. Ils mettent la valeur et le sens, qu'ils soient écologiques, qu'ils soient sur la mission, entre guillemets, qui n'est pas devant la valeur économique, voire la notion de rémunération quand ils iront choisir une entreprise demain. Donc très clairement, cette prise de conscience, elle nous dit, si on ne va pas jusqu'au bout, d'abord il faut décider d'y aller, et si on ne va pas jusqu'au bout, on sera à côté du chemin, et l'entreprise peut-être disparaîtra. Et s'engager, c'est aussi, on va dire, ça fédère aussi justement l'embauche de ces jeunes qui sont en quête de sens de plus en plus aussi. C'est aussi pour ça que quand on s'engage, c'est aussi pour votre marque employeur, mais aussi pour recruter de meilleurs talents. Et c'est peut-être nier... Oui, aussi. Voilà. Oui, je pense qu'il va falloir qu'on réponde à une question aussi à un moment donné. C'est quoi le bon niveau de rentabilité d'une entreprise? Parce que pour moi, une entreprise à mission, c'est une entreprise qui va conjuguer performance économique et prise en compte du bien commun. Mais la performance économique, elle est bien là quand même, quoi, si on veut assurer la pérennité de l'entreprise. La prise en compte du bien commun, c'est un taux d'effort sur le PNL. C'est une évidence, quoi. Il ne faut pas le nier, il faut l'assumer.
Mais du coup, ça pose la question de c'est quoi le bon niveau de la rentabilité d'une entreprise. Je n'ai pas la réponse. J'ai déjà eu plusieurs débats avec certains amis qui partagent ce sentiment. On n'a pas la réponse. De mon point de vue, la prise en compte du bien commun, ça doit augmenter la valeur immatérielle de l'entreprise, quelque part. Donc, ça devrait diminuer la volatilité. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas. Faudra probablement accepter de changer les analystes financiers, parce qu'aujourd'hui, eux, ils ne sont pas du tout sur ce terrain-là. Ok, on est très alignés, nous tous, mais ceux qui jugent les entreprises ne sont pas du tout alignés avec ce que l'on dit aujourd'hui. Et ça, c'est un vrai problème. Alors moi, je ne suis pas coté, donc ce n'est pas le sujet, mais pour les entreprises cotées, c'est quand même compliqué. Et il va falloir poser cette question. Une qui est cotée, c'est que Danone, qui s'est lancée dans le statut d'entreprise à mission. Je sais que je vais donc faire rebondir Cécile Duflot, puis ensuite Hélène Valade. Oui, je pense qu'il y a un vrai sujet qui est posé, qui est la question de comment on juge aussi les performances. Donc ça vaut pour la rémunération des dirigeants, mais ça vaut pour les analystes financiers. Et nous, on travaille avec d'autres ONG sur cette question, et la réflexion sur la nécessité de allonger la durée de détention et de freiner la détention le poids de certains actionnaires qui ont une logique et un business model qui est basé uniquement sur le retour à court terme nous semble quelque chose d'important. Et donc, il faut travailler aussi sur le cadre. Parce que, effectivement, et là, je veux dire les choses avec simplicité, Oxfam, nous allons ressortir un nouveau rapport. Je sais que dans votre table ronde précédente, il y avait BNP, sur l'impact des banques et du financement de l'investissement par les banques sur le dérèglement climatique et sur le financement des fossiles. Mais je crois, et pour avoir eu des échanges avec certains de leurs dirigeants, que la question d'un encadrement est nécessaire aussi pour elles, parce que personne ne peut être exemplaire tout seul dans un univers concurrentiel. Donc il va y avoir une directive UE sur la corporate governance, dans laquelle je pense qu'il y a des pistes intéressantes. Il faut redéfinir le cadre et réfléchir sur effectivement quelle est la bonne rentabilité. On voit bien qu'il y a aujourd'hui des entreprises, d'ailleurs la question se pose aussi pour faire face à la crise. Certaines entreprises qui pourtant avaient dégagé pendant des années et des années des bénéfices très importants. Je pense à des entreprises de la restauration, par exemple, qui se sont retrouvées en grande difficulté après 2 mois de fermeture. Ça n'est pas logique. Il aurait fallu qu'une partie de ces bénéfices soit conservée en réserve pour faire face à un moment de difficulté. Je parlais tout à l'heure du financement de la transition. Et donc oui, la question des critères d'analyse, y compris d'ailleurs une réflexion qui est ouverte aujourd'hui par certains comptables sur les règles de comptabilité, me semble une piste absolument nécessaire. Parce qu'il faut mettre des éléments qui permettent d'objectiver les efforts faits dans certaines dimensions et aussi de pouvoir décider de manière réglementaire qu'est-ce que la puissance publique a comme outil pour agir sur la régulation. Elle a la norme, la règle, la législation, la commande publique. Donc là, on voit bien ce qui se passe avec le plan de relance. Quand la puissance publique investit dans le ferroviaire, ça peut créer des marchés pour le ferroviaire. Donc c'est le deuxième outil. Et le troisième outil, c'est celui de la fiscalité. Et donc ces 3 outils-là doivent être, et on le voit bien d'ailleurs à l'inverse, la baisse générale des impôts de production sans éco-conditionnalité nous semble une grande erreur. Donc il faut utiliser ces outils-là pour créer un environnement dans lequel les entreprises qui, elles, ont déjà fait ces choix-là, soient pas défavorisées, puisque ça peut être le cas, par rapport à d'autres. Donc bien sûr que cette question de la manière dont on perçoit la performance des entreprises doit évoluer dans un cadre à la fois d'analyse et aussi dans un cadre réglementaire. Fiscalité, qui était d'ailleurs un sujet qui faisait partie des propositions des universités d'été de l'économie de demain. Exactement. Hélène Valade. Alors, je voudrais vraiment rebondir sur cette nécessité de faire bouger le cadre, parce que je pense que c'est absolument primordial. Et derrière, il y a 2 choses. Il y a au fond affirmer la robustesse de la mesure de la performance environnementale et sociale. On a les clés pour la performance économique et financière, on ne l'a pas pour la performance environnementale et sociale. Et ce dont parlait Olivier Grégoire ce matin, c'est-à-dire l'initiative de la Commission européenne par rapport à ce que font les Américains d'une part, et ce que commencent à faire aussi les Chinois, d'œuvrer pour un référentiel homogène au niveau européen est absolument primordial. Et moi j'incite, et on va le faire avec l'ORS, les entreprises à travailler avec la finance pour construire ce qui pourrait être pour le coup un langage commun. Ça, c'est la première chose. Et la seconde, si on veut être réaliste, et il ne suffit pas de dire il faut bouger, il faut aller plus vite, il y a une autre chose aussi qui mériterait de bouger, pour le coup, ce sont les normes comptables.
les normes comptables reposent sur une logique qui n'est pas du tout une logique RSE. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et je sais que quelque part dans la salle, il y a celui qui a lancé à AgroParisTech une chaire sur une nouvelle comptabilité environnementale et sociale qui met comme principe qu'on a des dettes à la fois par rapport à l'environnement, par rapport au social, et que donc il faut réparer et rembourser ces dettes, ce qui donne les fondements d'une autre comptabilité. Moi, je suis par ailleurs chez LVMH, on encourage et on participe à cette chaire, et au sein de l'ORS, on va faire en sorte de fédérer un certain nombre d'entreprises pour faire un peu de lobbying positif sur cette question, parce que ça, c'est vraiment contribuer, enfin en tout cas essayer, on n'y arrivera peut-être pas, mais en tout cas essayer à faire bouger un cadre. Et puis alors attendez, dernière chose si vous me le permettez Cyrielle, parce que là l'occasion, je l'ai, j'en suis tellement heureuse, je voudrais saluer Jean Jouzel d'une autre façon que vous. Parce que quel succès, Jean Jouzel. Depuis 15 ans qu'on travaille à l'ORS et il y a plein de directeurs RSE. Vous êtes glaciologue en fait. Et messieurs. Développement durable dans la salle, ils nous ont aidés, il nous a aidés à bouger, il nous a aidés à garder le moral quand on se prenait tout un tas de choses épouvantables. Donc merci Jean, tu ne le sais pas, mais tu ne peux pas savoir à quel point tu nous as sauvés, nous. C'est l'après-midi Jean Jouzel. Mais dis donc, c'est voilà, le métier, voilà, c'est être glaciologue. On peut applaudir. Merci beaucoup à mes intervenants. Alors, pour conclure, j'aimerais prendre une question du public. Qui pourrait venir d'un jeune, puisque Jean les a interpellés en leur disant « Merci, mais c'est à vous de vous exprimer ». Alors, est-ce qu'il y a une question sur cette question de la citoyenneté de l'entreprise ? Bonjour, je m'appelle Chloé Soulier, je viens de l'ESCP, donc une école de commerce qui forme au management. Je voulais savoir pour vous, puisqu'on parlait de citoyenneté d'entreprise, à quel point c'est important au niveau des ressources humaines d'avoir des salariés qui sont engagés pour cette question environnementale. Et j'ai le sentiment que les valeurs personnelles s'inscrivent énormément dans le travail qu'on fournit derrière. Et donc, à titre personnel, j'ai vraiment l'impression que c'est important pour que ça se reflète au sein des entreprises. Moi, je vais répondre dans l'autre sens. C'est que Oxfam et beaucoup d'autres ONG deviennent aujourd'hui, on l'a vu d'ailleurs si vous le regardez, je l'ai dit, avec beaucoup de tristesse, mais aussi d'émotion. Il y a eu 8 travailleurs humanitaires qui ont été assassinés au Niger il n'y a pas très longtemps. Parmi eux, il y avait 6 Français, tous jeunes, tous très diplômés, tous très engagés, qui ont fait le choix de l'humanitaire. Et je dois dire, nous, dans notre recrutement, on a énormément de candidats, des candidats qui pourraient postuler d'ailleurs à des rémunérations avec des très hauts profils et qui font un choix qui est un choix d'engagement. Et d'ailleurs, pour avoir là aussi des échanges avec un certain nombre de chefs d'entreprise, je pense que pour certains, ça commence à être un vrai questionnement sur les choix de recrutement. Et je voudrais, à cet instant, donner l'exemple de tous les étudiants qui travaillent sur le manifeste pour un réveil écologique. Certains d'entre vous doivent les connaître, des étudiants de beaucoup de grandes écoles et beaucoup de jeunes 30 000, non, entre 20 et 30 000 regroupements de jeunes. Beaucoup de jeunes polytechniciens, notamment, dont on n'imagine pas a priori qu'ils étaient très moteurs sur ces questions. Les générations changent très vite. Alors, elles changent très vite pour une raison simple, c'est que quand elles auront 40 ans, elles seront en plein dans le scénario qui nous semble loin et qui n'est pas loin, qui est celui de 2040-2050. Et que là, je sais qu'ils travaillent aujourd'hui sur une analyse extrêmement poussée de la réalité, de la mise en œuvre des engagements des entreprises comme clé de choix de se destiner d'orientation professionnelle, avec une phrase dans leur manifeste qui est très claire. À quoi ça sert de se rendre, et qui fait écho à ce que je disais sur les éco-gestes, à quoi ça sert de se rendre au boulot en vélo tous les jours, si c'est pour travailler pour une entreprise qui contribue à dérégler le climat. C'est bon, ça, on a terminé. On peut peut-être permettre aux autres entreprises de répondre rapidement d'un mot, d'une phrase, et on conclut la table ronde. Pour conclure, Brice Rocher, oui. Je suis complètement d'accord. L'engagement, sans engagement, ça ne fonctionne pas. On parle beaucoup de stratégie, d'organisation dans une entreprise, mais la culture est tout aussi importante. Et la culture de l'entreprise, c'est l'engagement. Et je rebondis sur la loi Pacte et le statut d'entreprise à mission. C'est un outil qui permet d'abord, de s'exposer, de se révéler, et donc, du coup, d'attirer les futurs collaborateurs qui sont
en affinité avec justement la raison d'être et la vocation de l'entreprise. L'entreprise à mission, c'est du miel en réalité, quoi. Donc c'est véritablement un bel outil pour attirer les gens qui vont être le plus en affinité avec l'ambition de l'entreprise et donc développer des gens engagés au sein de l'entreprise. Pour moi, ça me paraît essentiel. Merci beaucoup. Hélène Valade. Alors, Pascal Pic, paléontologue que vous connaissez bien, ne parle plus de ressources humaines, mais de ressources des humains. C'est une certaine manière de répondre à votre question, parce que oui, dans les directions d'un certain nombre d'entreprises, ce critère au fond de l'engagement est un critère qui devient de plus en plus important, puisqu'il est source aussi de capacité à être aiguillon et à transformer l'entreprise de l'intérieur. Donc c'est une qualité qui est de plus en plus demandée, parce qu'elle correspond justement à ce projet de transformer et d'embarquer l'entreprise dans la transition environnementale. On a beaucoup parlé de ça aussi avec les jeunes du manifeste pour un réveil écologique. Et au fond, comment accélérer ce type de prise en compte de critères dans les processus de recrutement. Donc la réponse, elle est oui, mais alors massivement. Merci beaucoup. Et Christian, pour terminer. Exactement, tout à fait. Et qui plus est accéléré avec cette période Covid. Enfin, nous l'avons mis dans nos critères, nous les appliquons. Lorsque annuellement nous faisons une enquête, pas d'opinion, mais bien une enquête auprès de nos collaboratrices et collaborateurs, au mois de juin, post-confinement, la fierté des collaboratrices et collaborateurs de Cloesia d'exercer leur métier dans les missions qui étaient les leurs, qui était finalement de porter du bien et d'aller au-delà des simples engagements. Il y a eu du mécénat de compétences chez vous ? On a du mécénat de compétences, on a de l'intrapreneuriat. Des jeunes se sont dit « je vais créer une mutuelle ». D'autres se sont dit « je vais créer une fondation, notamment pour aider les problématiques des jeunes enfants en matière d'accessibilité ». Et on les entraîne, et ceux-ci, ils ne perdent pas en compétitivité et de création de valeur pour l'entreprise, mais l'engagement de ces derniers, nous sommes une entreprise de service, on le disait tout à l'heure, un assureur, c'est d'abord les femmes et les hommes qui le composent, certes, un peu de fonds propres et quelques stabilités financières, mais globalement, c'est bien une entreprise de service. Donc pour nous, c'est un critère extrêmement important, même si on peut rendre hommage à Sir Spencer Winston Churchill, 80 ans après 1940, le clivage entre le vice du capitalisme et la vertu du socialisme est loin derrière nous, je pense, et nous associons encore plus une partie d'engagement qui crée de la valeur sociale et donc de la valeur économique. Eh bien, merci beaucoup. C'est la fin de cette table ronde. Merci à mes 4 intervenants et à Jean Jouzel. Et je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi.